Bonne année 2025 de la part de toute l'équipe de Figaro Immo. Allez, c'est reparti. Conseils pratiques, perspectives, évolution des prix, on va tout vous dire. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission de rentrée, première émission Figaro Immobilier de l'année, Figaro Immo. Deux invités qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui sur le plateau. Caroline Arnoux, bonjour. Bonjour. Alors Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, courtier en crédit, et présidente de la PIC, qui est l'association qui regroupe justement les courtiers en crédit. Guillaume Martineau, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Guillaume Martineau à la tête du réseau Orpi, de la coopérative Orpi. Et en ce début d'année, à tous les deux, en introduction, j'ai envie de vous demander, puisque c'est la période de vœux, quels vœux vous pourriez adresser à l'immobilier en général ? Caroline. Alors le premier, évidemment, des taux qui continuent à baisser sur toute l'année, et surtout, je dirais, de la stabilité politique, avec des décisions positives, et enfin un budget entériné qui permettent de recréer de la confiance. Stabilité, un budget et des taux à la baisse. Très bien. Guillaume Martineau. Alors les vœux. Je forme le vœu que la reprise qui semble s'amorcer depuis septembre perdure, puisqu'on a une fin d'année positive. Et puis, comme Caroline, je forme le vœu qu'on ait une stabilité, un cap enfin au logement, parce que 4 ministres en 3 ans, ça fait beaucoup. Donc, qu'on ait une direction claire, une politique claire sur le logement. Voilà, ça c'est le vœu que je forme pour notre profession. Très bien. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Justement, on va faire ce tour d'horizon à la fois des conditions de crédit, comment on emprunte aujourd'hui, quelles sont les perspectives, et puis bien sûr l'évolution des prix et la politique du logement. Guillaume, on va démarrer avec vous. Tout d'abord, les indicateurs du réseau Orpi, c'est important. Comment se passe déjà l'activité ? Alors, l'activité se passe beaucoup mieux en cette fin d'année, enfin en ce début d'année 2025, mais on avait eu un début 2024 extrêmement difficile. Jusqu'en mars-avril, on ne voyait pas vraiment de reprise, ça remontait un peu, une dissolution qui vient arrêter un peu la dynamique, et puis une fin d'année qui nous a surpris, parce qu'on ne pensait pas avoir autant d'activités, on le voit d'ailleurs sur les pics. Octobre, novembre ont été spectaculaires, et on termine l'année avec plus 12% de compromis, donc on fait une année plus positive, mais qui malgré tout est assez disparate, c'est-à-dire que dans notre réseau, 1250 agences, il n'y a pas d'uniformité, il n'y a pas le même moral partout, parce que le marché n'a pas repris partout de la même façon. Donc des marchés à plusieurs vitesses. Plusieurs vitesses, mais même parfois au sein même de même région, on voit bien que tout se joue avec les professionnels locaux qui ont réussi à faire baisser des prix, qui ont réussi à faire leur métier. Donc on a une année qui a été malgré tout plus positive. Donc même on s'accroche dans ces cas-là au moindre indice, au moindre pourcentage qui donne un peu d'espoir. Donc la fin d'année nous redonne un peu d'espoir. Donc une bonne reprise au niveau de l'activité. Au niveau des prix, alors comment ont-ils évolué ? Alors on a eu moins 5% de prix dans notre réseau l'année dernière, ce qui explique en partie, je pense, cette reprise, puisque vous avez eu l'inflation n'était plus vraiment un sujet. Les taux d'intérêt ont baissé, je pense que Caroline l'expliquera encore mieux que moi, mais ça a permis de dynamiser le marché. Donc tout ça mis bout à bout a fait que les vendeurs ont entendu un peu mieux ce qui se passait, ont accepté l'idée que les prix avaient baissé. Donc on a réussi à redynamiser tout ça grâce à ça. Les primo-accédants sont-ils de retour ? Les investisseurs, si on doit voir différents segments, différents profils en fait, d'acquéreurs ? Alors on a revu un peu de primo-accédants. Ça dépend des régions en fonction effectivement des prix. Un signal d'alarme sur les investisseurs parce que le manque de clarté politique sur le logement est un frein terrible pour l'investissement immobilier et tous nos investisseurs sont dans l'expectative. Donc cette catégorie-là n'a pas réapparu parce que je pense qu'il n'y a pas assez de certitude et assez de visibilité pour eux comme pour nous sur ce qui va se passer. On parle de plus en plus de la valeur verte des logements. On parle, bien sûr, on pense aux biens les plus énergivores, notamment les biens qui sont classés G, avec des interdictions au 1er janvier, en tout cas sur une première location. Au moment de la relocation, est-ce qu'il y a un impact sur vos marchés, Guillaume ? Oui, on l'a vu très nettement. Nous, on avait tout ce qui est classé en G, ça représente à peu près 10% du parc.
On a eu 20% de propriétaires qui ont mis en vente en se disant je ne veux pas m'enquiquiner à faire des travaux, parce que vous savez aussi que ma prime rénov est extrêmement compliquée. Celui qui est capable de m'expliquer ma prime rénov, vous me l'envoyez. Donc ça a vraiment une incidence. Et puis en cette fin d'année, on a beaucoup parlé des passoires thermiques, de tout ce qui était en G, ce qui se profilait aussi en 2028, parce que 2028, c'est pas tout près, mais ça approche tout de même. Donc il y a des incidences et nos vendeurs et nos bailleurs, enfin surtout nos bailleurs, sont perdus avec ça. Sur les prix, donc on en a dit un mot, vous pensez qu'ils vont continuer une sorte de stabilisation? C'est vrai que c'est difficile, chaque bien est unique, il y a des marchés à plusieurs vitesses, mais si on devait donner quand même des tendances? Moi j'espère qu'on va maintenir cette stabilité, parce que la plus grosse crainte que je puisse avoir en ce début d'année, c'est de laisser penser que la crise est finie, que l'immobilier repart très fort et que nos vendeurs se remettent à augmenter les prix. On sait très bien que la baisse des prix cumulée avec des taux d'intérêt accessibles et l'arrêt de l'inflation ont permis cette redynamisation. Donc il faut surtout, le message que j'ai envie d'adresser à tous les professionnels et tous ceux qui vous écoutent, c'est soyez raisonnables, soyons raisonnables tous. Et si on maintient ce côté raisonnable, alors on a une chance que cette reprise qui semble s'amorcer, je dis qui semble parce qu'il y a tellement de choses qui viennent nous bousculer, alors ça pourra durer. Est-ce que ça va durer sur cette baisse des taux d'intérêt? Déjà, Caroline, on passe aux conditions de crédit. Déjà, peut-être un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On était sur des taux d'intérêt aux alentours de 4,50 en janvier 2024. Et depuis février, on a une baisse continue des taux d'intérêt, embarquée bien évidemment par les nombreuses baisses des taux de la BCE. Je crois que 4 fois en 2024. Quasiment un point d'écart. Un point d'écart, puisque aujourd'hui, effectivement, on est, on le voit, entre 3 et 3,40 selon les durées. Ce qui était un peu inespéré en début d'année, si on projetait. Ce qui était complètement inespéré. Je pense que le phare, la boussole de la Banque centrale, c'est l'inflation. On a eu une inflation qui a très vite reflué, qui est même, je crois, parmi la plus basse de la zone euro. Voilà, maintenant, on est dans une situation un petit peu inverse où il va falloir remettre un petit peu d'essence pour faire de la croissance en France. Donc nous, on pense que, et on n'est pas les seuls à le penser, que la Banque centrale va à nouveau baisser ses taux plusieurs fois en 2025. Très récemment, le gouverneur de la Banque de France a dit que courant 2025, pour ramener l'inflation à un niveau à 2%, mais aussi pour stimuler la croissance, il faut arriver à un taux plus ou moins neutre qui serait autour de 2 pour avoir des bonnes conditions. Ça, c'est pour la BCE. Mais quand on regarde l'OAT 10 ans, les taux d'emprunt d'État, les incertitudes économiques, politiques, quelle est la bonne boussole déjà pour les banques qui prêtent au final aux particuliers? Alors, il y a plusieurs facteurs pour les banques. Le premier, c'est les banques se refinancent de différentes façons. Soit à travers les liquidités que les épargnants ont déposées chez elles, soit à travers la BCE, soit sur les marchés. Et c'est là où intervient ce fameux taux obligataire qui est l'OAT 10 ans, qui depuis tout temps est un peu la boussole des banques. On est à 3,40 aujourd'hui, ce 9 janvier, ce qui était du jamais vu depuis 2011. Là aussi, est-ce que c'est une indication qu'il y a quand même un danger? Il y a un danger. Alors l'OAT, elle frémit et puis elle rebaisse assez rapidement. On l'a vu à la dissolution. Elle est grimpée très vite pendant plusieurs jours et elle est redescendue. On l'a vu aussi à la censure. Donc effectivement, c'est un indicateur, mais c'est pas le seul indicateur. Malgré ces petites surchauffes, la BCE a continué à baisser ses taux. Les banques ont continué à baisser leurs taux et en début d'année, certains barèmes sont encore en baisse. Donc il y a quand même une appétence pour vraiment revenir sur le crédit, ça c'est clair. Maintenant, l'incertitude, elle est plutôt aussi un peu devant nous. Qu'est-ce qui fait fluctuer l'OAT? C'est l'inquiétude des investisseurs, notamment étrangers, puisque plus de 50% de la dette française est détenue à l'étranger. Donc voilà la note de la France, l'inquiétude sur la dette de la France et certainement des incertitudes à décider.
et puis des incertitudes autour du budget où en ce moment on entend tout, revenir à 62 ans pour la retraite. Donc tout ça, c'est facteur d'inquiétude et l'OAT est assez sensible à l'inquiétude. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même urgence à sortir ce budget pour pouvoir avoir un horizon dégagé sur 2025. Dans un monde idéal, pour l'instant, les taux d'intérêt donc, sont attractifs, mais si vous faites une projection, vous pensez qu'on pourrait atteindre les 2,5% d'ici la fin de l'année, Caroline ? Tout à fait. Tout à fait. J'avais dit l'année dernière 3% fin 2024. Et bon, on est arrivé presque à ces 3%. Sur 20 ans, on arrive à avoir des taux à 3,10. Donc... avec plusieurs baisses de la BCE, on arrivera très certainement à cette baisse à 2,50. Mais je voudrais dire à ceux qui nous écoutent de ne pas attendre une potentielle encore baisse des taux. On sait que les taux, on pourra les renégocier un jour, mais aujourd'hui, on est à un momentum où on le voit sur certains graphiques. Oui, sur le pouvoir d'achat immobilier. Le pouvoir d'achat immobilier a augmenté, et notamment aussi les primo-accédants qui sont revenus ont été resolvabilisés avec la baisse des taux et avec la baisse du prix de l'immobilier. On voit par exemple qu'en ce moment, on peut acheter par rapport à l'année dernière 11 mètres carrés supplémentaires à Reims, 8 mètres carrés à Lille, 9 mètres carrés à Nantes. Ouais. Je crois que c'est des 3 petits mètres carrés à Paris. Voilà. C'est toujours ça, oui, bien sûr. C'est toujours ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le contexte est favorable à l'investissement vous dites, on a immobilier. une fenêtre de tir, n'attendez pas. On a cette combinaison entre la baisse des taux d'intérêt qui pourrait baisser encore un petit peu, mais on a surtout en corrélation avec les prix, Guillaume. Ça, c'est vraiment la clé, cette combinaison. Le moment actuel, en fait, c'est que tout le monde s'écoute. C'est-à-dire que les vendeurs qui ont besoin de vendre se disent il faut profiter de ce moment parce que le marché n'est plus bloqué. Et ceux qui veulent acheter se disent les banques prêtent, les courtiers prêtent. Il y a effectivement de bonnes nouvelles. Alors, j'espère, ces 2,5 dont vous parlez, j'espère qu'on y arrivera. J'entendais hier soir... Non, moi, vous savez, je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Mais hier soir, le gouverneur de la Banque de France, effectivement, que j'ai écouté, était très positif. C'est-à-dire qu'il avait il a beaucoup parlé des prêts de l'immobilier. Je pense que tout le monde est conscient que l'immobilier, ça dynamise l'économie. Contrairement à ce que peuvent penser parfois certains de nos hommes politiques, et sans faire politique aucune, évidemment. Mais n'empêche, quand le bâtiment va, tout va. Et donc, moi, je suis un peu comme vous. C'est-à-dire que de dire à quelqu'un, attention, attendez, parce qu'à la fin de l'année, on sera 2,5, le calcul, le différentiel peut être pas si important que ça. Donc, le moment d'acheter, c'est toujours quand vous avez un projet et que ça correspond à votre projet. Mais là, on est dans un moment où les gens s'écoutent. Il y a 1 an et demi, 2 ans, les vendeurs n'entendaient pas. Et puis les acquéreurs ne voulaient pas non plus écouter ou attendre. Donc là, les gens se parlent. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont continuer à se parler calmement, intelligemment, en se disant, voilà, il y a un prix, négocions, en tout cas, rapprochons-nous, mais la folie immobilière est passée. Et puis des taux très bas à 1%, j'ai eu la chance de les voir, on pourrait dire que j'y étais, mais je ne suis pas sûr de les revoir. Donc, on ne les reverra pas. Non, normalement, Caroline... on les aura vus. On les aura vus. On entend beaucoup dans les réseaux maintenant la négociation, comme si... Ça revient, et notamment le point d'écart permet aussi peut-être à certains de pouvoir commencer à renégocier. Oui. Vous parlez des renégociations de crédit. Oui. Là, il faut attendre effectivement au moins un point d'écart. Au moins un point d'écart. Il y en a déjà quelques-uns. Ouais. On refait notre métier. Les conseillers n'ont pas peur d'aller voir un vendeur et de transmettre des propositions, alors qu'il y a 1 an, c'était difficile. On l'a bien vu en début 2024. Octobre, c'est pour ça que la reprise de septembre, octobre, novembre, c'est en fait tous les projets immobiliers qui n'ont pas eu lieu, qui n'avaient pas eu lieu avant la fin de l'été. Les vendeurs se sont dit c'est maintenant ou jamais, parce que si je passe encore là, je repars pour un autre cycle. Et donc nos conseillers ont pu enfin aller se faire entendre. Qu'est-ce qui permettrait une relance pérenne, justement, de l'activité ? Qu'est-ce que vous attendez en matière de politique du logement, Caroline ? Alors, bien évidemment, le prêt à taux zéro. Ouais. C'est vrai que
on a quand même la chance que le ministre, la ministre Valérie Létard a été confirmée dans son mandat, puisque c'est quelqu'un qui connaît quand même bien l'immobilier, et plusieurs réflexions et même projets de loi ont été initiés avant la défiance du gouvernement. Donc le prêt à taux zéro... Normalement, ça devrait revenir, en tout cas sur l'ensemble du territoire, et concerner la maison individuelle aussi, et le neuf et l'ancien. Exactement, exactement. Mais le problème, c'est normalement. Normalement. C'est l'adverbe que je déteste par excellence, parce qu'on a effectivement Valérie Létard qui a été confirmée, et moi je la connais pas personnellement, mais tout ce que j'ai lu et entendu d'elle me laisse penser que elle connaît notre métier, en tout cas elle s'intéresse au logement. Ce qui m'inquiète juste, c'est qu'elle était ministre de plein exercice et qu'elle n'est plus ministre de plein exercice. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va attacher moins d'importance au logement ? C'est la crainte, en tout cas, que je puisse avoir. Alors que, contrairement à tout ça, le logement concerne tous les Français. Oui. Et quelle que soit votre couleur politique, vous devez vous loger quelque part. Donc un doute, en tout cas, sur le prêt à taux zéro, tant que c'est pas signé, vous dites attention. Le prêt à taux zéro, tout ce qui avait été évoqué sur les locations, sur les droits d'enregistrement, parce que quand on entend l'augmentation des droits d'enregistrement, ça fait peur. Quand on entend... Alors, il faut faire attention à ce qu'on entend. À un moment donné, on a parlé de la plus-value sur les résidences principale qui était qui touchait pas tout le monde, c'était en cas si on réemployait pas l'argent tout de suite, mais le Français entre guillemets moyen, le consommateur, lui entend hausse des frais de notaire, taxation plus-value, donc tout ça n'est pas de nature à rassurer, et je crois qu'en tant que professionnels tous les deux et tous ceux qui font ce métier attendent de la stabilité, un cap, parce que franchement là on a vu que c'est même plus dans le brouillard, on ne sait pas où on va. Caroline. Je partage complètement. Et l'immobilier, c'est la valeur refuge par excellence. Donc aussi, dans une dimension un petit peu d'incertitude, on a quand même majoritairement des Français qui veulent être propriétaires de leur logement et des primo-accédants qui veulent accéder à la propriété. Donc je pense que ouvrir cette fenêtre sur le prêt à taux zéro, voilà, déjà un signe important. Ce ne sont pas des dépenses, c'est vraiment des dépenses de croissance, en fait, qui vont permettre à ces ménages aussi de contribuer à la croissance. Un investissement, parce que nos jeunes qui veulent se projeter, aujourd'hui, la perspective qu'on leur donne, elle est quand même pas réjouissante. Donc, si on donne à ces jeunes diplômés, ou pas diplômés d'ailleurs, tous ces gens qui se lancent, qui veulent fonder une famille, qui veulent pouvoir construire leur patrimoine, si on ne veut pas qu'ils fichent le camp et qu'ils aillent voir ailleurs en se disant « moi, j'ai plus d'avenir ici », donc le logement est vraiment quelque chose qui ne doit pas être négligé. Et pour booster justement, en allant encore plus loin, pour les investisseurs, le fait que le Pinel, notamment dans le neuf, s'arrête, on ne voit pas ce qu'il va y avoir après. Est-ce que vous êtes favorable à l'instauration d'un statut du bailleur privé, reconnaître l'investisseur comme un acteur économique en fait à part entière qui permet de loger des familles, donc du coup de construire aussi, de rénover des logements? Est-ce que ça c'est quelque chose que vous défendez? Bien sûr, moi je pense qu'il faut aimer les investisseurs, c'est-à-dire qu'un investisseur participe à l'économie. Alors parfois certains le voient négativement, mais un investisseur va faire travailler des entreprises, va permettre à l'État de travailler, il y a des collectes il y a de la fiscalité. Donc l'investisseur, je pense que si on lui témoigne un peu d'affection, il va investir. Et en investissant, il fera travailler des entreprises du bâtiment, il fera travailler des courtiers, l'État, tout le monde. Donc, mais ça fait des années qu'on parle de tout ça. Je pense que tout le monde le sait. Quel est le courage politique d'aller dire à un moment donné, c'est pas mal d'aider des gens à investir, qui ne sont pas forcément des gros capitalistes, des gens qui veulent préparer leur retraite, préparer l'avenir de leurs enfants, les études. Donc si on pouvait avoir une intelligence collective sur le logement, c'est un peu boy scout de dire ça, mais ça te concerne tout le monde. Est-ce que l'intelligence collective, on l'aura du côté des banques notamment? Parce que quand on parle du volet rénovation énergétique typiquement, ou les primo-accédants, est-ce qu'on va avoir aussi de plus en plus de nouvelles offres, que ce soit pour rénover, que ce soit de ceux qui vont acheter des logements classés A, B ou C? Est-ce qu'il va y avoir... On a déjà aussi... on a beaucoup d'offres quand même, et de nouvelles offres sur les primo-accédants, avec des taux boostés, certaines enveloppes, on a reçu récemment à 1,2%, à destination des primo-accédants, des jeunes ménages. Quelques banques le font, c'est général. On a des prêts verts.
Je veux dire, on a aussi en France beaucoup de banques mutualistes qui sont aussi sur les territoires. Donc une grande majorité de banques ont développent des prêts spéciaux pour les primo-accédants, pour le verdir effectivement aussi, des prêts verts, puisque pour les banques c'est extrêmement important, elles, quelque part, de verdir leur bilan. Donc on a besoin de ces incitations. Voilà. Mais je voulais revenir aussi sur le locatif. Le locatif, c'est pas seulement l'investisseur, c'est aussi les jeunes. Quand on parle des jeunes, il y a une tension extrême sur la location. Quand on dit de pouvoir aller travailler dans une ville, de pouvoir louer un logement, des prix, pas assez de logements, et des prix très très élevés. Et là, on est vraiment, pour les jeunes, dans une conjonction de facteurs qui est assez difficile si on ne fait pas quelque chose. Guillaume. Avec beaucoup d'ambiguïté, c'est toute la difficulté, parce que verdir, alors je ne sais pas si vous avez fait attention, dernièrement les banques américaines sont sorties de tout ce qui était valeur verte, justement parce que sûrement lié à l'élection de Donald Trump. Donc c'est en train de bouger, c'est en train d'être bouleversé. On a aussi une jeune génération qui est très attentive à toutes ces valeurs vertes, l'artificialisation, le zéro artificialisation des sols qui part d'une bonne idée, en tout cas d'une bonne volonté, mais on sait aussi que derrière ça bloque la construction. Et nous, on est tiraillés entre tout ça. C'est-à-dire que moi, mon métier d'agent immobilier, quand j'estime une maison et que cette maison peut être transformée en un petit collectif de 20 ou 30 appartements, alors on entend trop de béton, mais on a les mêmes personnes qui viennent nous voir en nous disant « mais j'arrive pas à me loger ou loger mes enfants ». Donc on est écartelés, et je pense que c'est pour ça que si on arrive à redonner sa place au logement, qui n'est pas forcément spéculatif, mais de loger des gens, d'habiter, d'avoir des familles, de se développer. Et c'est encore une fois ce manque de cap politique, ce manque de volonté finit par avoir ça joue sur le moral des Français très fortement. Donc cette valeur verte, il faut la donner, il faut accompagner les gens, il faut leur montrer qu'on peut rénover des logements sans que ça soit trop compliqué. Oui, là, vous allez avoir des logements qui vont sortir à toutes les passoires énergétiques. Alors, sur le principe, c'est bien. Et on met où les gens ? Moi, je ne sais plus comment, quand ouvrir nos standards téléphoniques pour une location de 2 pièces, 3 pièces, maintenant, vous avez l'impression que vous faites sauter la banque, quoi. C'est difficile. Pour terminer, pour garder le moral, tout de même, vos bons conseils pour ceux qui veulent acquérir, qui veulent emprunter, les bonnes questions à se poser, Guillaume. De ne pas acheter, d'acheter parce que vous avez un vrai besoin. De ce côté spéculatif, il faut essayer de passer à côté, de regarder, de vous tourner vers des professionnels. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que des gens qui connaissent et les lois et les marchés, qui sont capables de vous conseiller, et puis de ne pas attendre finalement, parce qu'on demande toujours est-ce que c'est le bon moment d'acheter. Moi, je crois que c'est toujours le bon moment, dès lors que vous avez un vrai projet. Quand c'est un projet de vie, en fait. Oui, mais oui, parce que, alors, encore une fois, nos investisseurs, eux, ont un autre projet. Mais la grande majorité des gens veulent habiter quelque part. Donc, le bon conseil, c'est de se tourner vers des gens qui puissent les aider, vers des courtiers qui puissent les aider aussi. Donc, c'est de faire appel à des professionnels. D'accord. Caroline ? Tout à fait. C'est effectivement de ne pas différer si vous avez un projet d'achat, un projet de déménagement, un projet de vie. Évidemment, négocier, donc préparer son dossier. Ça vaudra toujours d'avoir un dossier bancaire assez sain pour intéresser les banques, se faire accompagner, négocier les taux, négocier l'assurance emprunteur. Voilà. Quels sont, pour terminer à tous les deux, les éléments clés de cette année 2025, que ce soit en matière de taux, en matière d'évolution des prix, en matière de politique, si vous deviez, comme ça, si l'on devait se projeter, Guillaume ? La stabilité, si on a cette fameuse stabilité, alors on arrivera à se projeter. Les gens n'auront pas peur de l'avenir. Et ça, je crois que c'est... Mais bien malin, qui peut vous dire en ce 9 janvier ce qui va se passer ? Quand même, vous êtes des professionnels, il faut... Oui, mais là, il faut être vraiment très, très professionnel pour arriver à analyser... Donc, beaucoup d'incertitudes, effectivement. Mais on garde néanmoins cette dynamique de fin d'année où on a retrouvé l'enthousiasme, on a retrouvé des agences qui ouvrent le matin leurs agences avec plaisir en se disant « je vais avoir des clients, j'ai des estimations, j'ai des mandats qui rentrent ». Donc,
Non, moi je l'aborde comme toutes les années, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je l'aborde en me disant qu'on doit apporter un service. Si on n'apporte pas de service, je suis effaré de voir du nombre de locations qui peuvent passer de particulier à particulier avec des propriétaires qui font signer parfois tout et n'importe quoi. Donc j'espère qu'on arrivera à faire comprendre qu'en passant par des gens qui connaissent, qui protègent aussi bien le propriétaire que le locataire, c'est important. On ne vous laisse pas conduire sur la route sans avoir passé le permis de conduire. Et moi, je crois qu'il ne faut pas laisser les gens faire n'importe quoi en matière de logement. Donc, non, je pense que c'est une année où on doit se servir de la crise pour être encore plus professionnel et montrer qu'il y a des solutions. Elles existent. Et il peut y avoir des opportunités aussi. Mais il y a toujours des opportunités. Caroline, oui. Les éléments clés pour cette année. Moi, le premier élément, c'est optimisme. Donc, je pense qu'on est porté par ces baisses des taux. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en soi, l'optimisme, parce que finalement, la politique, l'instabilité, on peut faire des vœux, on peut essayer d'agir. Ça reste compliqué. Il faut agir. Mais au niveau particulier, c'est préparer, se faire accompagner, être optimiste et être dans une démarche volontariste quand on veut acheter sa maison pour y vivre et pour élever sa famille. Très bien. Pour terminer, le mot de la fin, vos développements respectifs à tous les deux, chez Orpi, cette année 2025. On élargit un peu notre offre, notre façon de travailler, d'apporter de nouveaux services pour montrer qu'on peut aussi avoir différentes solutions, pour justement montrer qu'en rentrant dans une agence immobilière Orpi, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Très bien, du côté de CAFPI. Alors, la croissance du nombre de courtiers et puis un développement très fort sur nos métiers. On a continué à recruter en 2023, on a continué à recruter en 2024 plus de 200 courtiers. On est maintenant 1100 sur toute la France. Et la priorité de tous ces courtiers en région, c'est l'accompagnement client, être présent, apporter toujours plus de solutions et avoir avec tous nos partenaires bancaires. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Caroline Arnoux de CAFPI, merci beaucoup. Merci. Guillaume Martineau d'Orpi, merci infiniment. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.